Salut YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la première vidéo de 2029, donc j'en profite pour vous souhaiter à tous une excellente année. Aujourd'hui, on va parler du Chris Vector de chez Crytek. La réplique m'a été envoyée gratuitement par Airsoft Zone, donc je les remercie beaucoup pour cela. La réplique est disponible sur leur site au tarif de 629 €. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. La réplique est livrée dans cette boîte en carton qui est décorée avec le logo Crytek. Donc, au niveau du couvercle ici, vous avez la documentation. Et là, protégé par une feuille de truc un peu en mousse, je dirais, vous avez la réplique. Alors, là, vous avez la réplique. Ici et là, vous avez des emplacements, c'est pour les organes de visée. Alors moi, je les ai déjà installés, ce qui explique pourquoi là, les emplacements sont vides. Ensuite, ici, vous avez une tige de débourrage. Ici, vous avez un seul chargeur. Alors, curieusement, il y a ce renfort ici, donc ça me donne l'impression qu'il y a peut-être des packs avec deux chargeurs, parce qu'il y a clairement la place de mettre deux chargeurs ici, mais en l'occurrence, là, nous n'avons qu'un seul chargeur. Ici, nous avons un seul rail, donc pareil, c'est les rails qui viennent se mettre sur les côtés de la réplique, soit ici, soit là, donc vous pouvez le mettre soit de ce côté-là, soit de l'autre côté. Ils auraient pu mettre deux rails, je trouve que c'est un peu dommage de ce point de vue-là. Et enfin, ici, vous avez un petit adaptateur qui vous permet au choix d'utiliser une batterie en connectique mini Tamiya ou DINS large. Sachant que l'emplacement pour mettre la batterie, donc c'est dans la poignée pistolet de la réplique, il n'y a pas énormément de place, donc idéalement il vaut mieux avoir une batterie avec directement les bons connecteurs, sinon vous allez vraiment être limité au niveau choix de batterie. Et voilà le Chris Vector Crytek. Alors c'est un bel objet, on aime ou on n'aime pas le design, mais en termes de finition c'est quand même vraiment une belle réplique. Alors évidemment c'est du plastique partout, il ne faut pas être allergique à ça, mais c'est du beau plastique pour le coup. Et tous les marquages sont vraiment bien réalisés. Là, vous avez un exemple de logo. Ici, vous avez un numéro de série qui est unique. Donc là, il y a des marquages un petit peu fantaisistes, mais ils sont relativement discrets. J'ai jamais beaucoup aimé, moi, ces marquages qui disent « Oui, on a la licence ». Bah, si vous avez la licence, utilisez les marquages officiels. Ne nous dites pas que vous avez la licence. Enfin bon. Un autre marquage Chris ici. Encore un petit logo là. De ce côté-là, on a ça. On a ça. Un rappel Chris ici. C'est vraiment une belle réplique, c'est un bel objet. Ne serait-ce que pour les collectionneurs, c'est déjà une réplique intéressante. Pendant pas mal de temps, j'ai possédé la version KWA, qui est une version GBBR du Chris Vector. Et la version KWA, c'était une réplique de la première génération de Chris Vector. Alors, je ne sais pas exactement s'il y a énormément de différence entre les deux modèles en termes d'interne. Au niveau de l'externe, c'est surtout quelques petits détails. La détente est à mon avis la plus grosse différence. Sur la Gen 1, vous aviez une queue de détente qui ressemblait un petit peu à une queue de détente de 1911, c'est-à-dire que vous aviez un mouvement transversal, la force était vraiment dans ce sens-là. Là, vous avez une détente où le transfert des forces se fait plutôt au niveau d'une rotation de ce point de vue-là, ici un petit peu comme sur un AR-15, je pense. Alors, est-ce que c'est plus sympa sur un vrai... je ne sais pas, parce que j'ai jamais tiré avec un Chris Vector, et comme mon modèle 4W c'était un GBBR, de toute façon, la queue de détente a une sensation très différente ici, c'est certain. Au niveau des autres différences, sinon, alors il y a une différence, je vais fermer la crosse, ce sera plus simple pour vous montrer. À cet emplacement, sur la version KWA et donc sur les versions 1 des Chris Vector, vous aviez ici un espèce de capuchon que vous pouviez retirer, et à la place, vous pouviez mettre une lampe alors je crois que c'était une lampe qui devait vraiment être prévue spécifiquement pour le Chris Vector, mais moi c'était une option que j'aimais bien sur le Chris Vector, et là je crois que ça n'est plus possible de faire ça sur cette génération de Chris Vector, et pour le coup je trouve ça un petit peu dommage. Mais voilà, ça fait partie des différences. Vous avez la crosse qui est un petit peu différente aussi. Alors en termes esthétiques, elle ressemble beaucoup, mais vous voyez, vous avez des parties creusées ici. Je crois qu'elles ne sont pas présentes sur la génération 1. Vous avez l'attache sangle également qui se situe sous la crosse sur cette génération. Avant, il était plutôt à ce niveau-là, et c'est un emplacement que j'avais jamais trop aimé personnellement. Donc là, c'est plutôt une bonne différence, je dois dire. Donc ça, c'est le chargeur qui vient avec la réplique. Il s'agit d'un mid-cap qui peut contenir jusqu'à 95 billes à peu près. Donc il est tout en plastique. Que dire à son sujet? La forme ici, j'ai tout trouvé un petit peu curieuse. Je trouve ça assez rigolo, mais
Passons, il y a des marquages derrière. Alors normalement les vrais Kriss Vector utilisent des chargeurs de Glock, il me semble. Manifestement on n'a pas de licence Glock ici, donc on a des marquages qui sont un peu originaux, mais qui passent bien. Et pour le coup par contre les chargeurs sont assez mastoc. On peut les comparer par exemple avec ce chargeur de MP5, et vous pouvez voir, ils sont quand même considérablement plus épais, quoi. Pour des chargeurs de SMG, c'est un peu casse-pied à trimballer, je trouve. Je préfère nettement, pour le coup, trimballer des chargeurs de MP5 ou de Scorpion Evo à AEG, par exemple. A noter qu'il existe des chargeurs courts qui, du coup, ne dépassent pas du tout de la réplique. Là, c'est aussi un petit peu un problème avec ces chargeurs-là, c'est qu'ils dépassent vraiment énormément. Et autant la réplique sans chargeur est relativement compacte et assez pratique à trimballer, dès qu'on ajoute le chargeur, en fait, y a vraiment cette partie qui dépasse beaucoup de la réplique. Et ça devient tout de suite un petit peu plus casse-pied à trimballer, je trouve. Alors à présent, on va parler un petit peu de l'ergonomie du Kriss Vector, parce que je pense qu'il y a pas mal de petites choses intéressantes à dire à ce sujet. On va commencer par la sécurité, qu'en l'occurrence, on peut facilement désactiver avec le pouce et réactiver avec l'index. Le fait est que lorsqu'on désactive la sécurité comme ça, donc c'est très naturel de faire un mouvement vers le bas avec le pouce. Par contre, réactiver la sécurité en faisant ce mouvement vers le haut, on n'a pas beaucoup de force avec le pouce quand on a besoin de faire ça, ce qui fait que la possibilité de faire ça plutôt avec l'index, moi je trouve ça assez pratique, en plus que ce soit pratique évidemment pour les gauchers qui du coup ne sont pas lésés. Vous avez le sélecteur de tir qui est un levier différent. En général, le sélecteur de tir c'est aussi la sécurité, sur une AK par exemple ou sur un M4, c'est le même levier. Là vous avez deux leviers séparés, ça me rappelle un petit peu la logique du FAMAS pour ceux qui connaissent, où vous avez la sécurité qui est au niveau du ponté et le sélecteur de tir à proprement parler qui est plutôt à l'arrière. Et donc là, vous avez le choix entre semi-auto, tout en haut, les rafales de 2, qui est la position intermédiaire, et les rafales libres, qui sont tout en bas. Donc la position n'est pas forcément idéale, mais ça se fait. Lorsque vous épaulez et que vous avez par exemple envie de passer en full auto, il suffit juste de faire un mouvement à fond vers le bas comme ça, et vous n'avez pas tellement de questions à poser. Si vous voulez mettre les rafales de 2, vous êtes obligé de faire un acte conscient, si je puis dire. Vous ne pouvez pas juste aller d'une position à l'autre facilement, mais ça se fait, c'est quand même pas très compliqué. Donc ce levier aussi est ambidex, donc pas de souci de ce point de vue-là. Un détail que personnellement j'aime pas, c'est le bouton d'éjection du chargeur. Je ne l'aime pas pour plusieurs raisons. La première, c'est que en général, quand on retire le chargeur, on n'a pas envie que le chargeur tombe par terre, évidemment, ce qui fait que dans le cas présent, vous devez appuyer sur le bouton avec le pouce et en même temps avec le bas de votre main vous devez retenir le chargeur de cette façon là. Donc ça se fait, mais je trouve ça quand même un petit peu bizarre, quoi. C'est pas le truc le plus naturel du monde. Par ailleurs, alors il y a un rail d'origine ici qui permet de mettre une poignée verticale ou quelque chose, mais d'origine il n'y a pas de poignée verticale, ce qui fait que d'origine la façon la plus naturelle à mon avis de tenir la réplique, ça va être comme ça. Et je sais pas pour vous, mais moi je n'aime pas du tout cette idée que ma main de support vienne s'enrouler finalement autour du bouton d'éjection du chargeur. Alors, dans les faits, ça m'est jamais arrivé en jeu, en tout cas avec mon Kriss Vector KWA, de faire tomber le chargeur sans faire exprès. Mais ça me paraît pas impossible, quoi. Là, si j'essaye un petit peu d'exagérer le mouvement, je peux faire tomber le chargeur un petit peu par inadvertance, quoi. Donc c'est un détail à prendre en considération. Ici nous avons le levier d'armement. Alors lui il n'est pas ambidextre par contre, hein. Si vous êtes gaucher vous devrez quand même venir de ce côté là. Dans le cas présent, comme c'est un EEG, le levier d'armement ne sert pas à grand chose. Il permet quand même de lever en fait le petit cache qui vous permet d'accéder au réglage du bloc hop-up. En dessous vous pouvez voir la molette du réglage du hop-up qui est un petit peu crantée et qui est numérotée. Donc ça pour le coup c'est pas mal du tout, c'est assez bien pensé, quoi. On voit que ça n'a pas été fait au hasard et c'est assez pratique à utiliser. Alors vous n'avez pas besoin forcément du levier d'armement pour faire ça, vous pouvez tout simplement venir avec le doigt de cette façon là, ça marche aussi bien, mais c'est quand même sympa qu'ils aient fait en sorte que le levier d'armement serve tout petit peu à quelque chose. J'aime bien la sensation au niveau du levier d'armement dans le sens où on n'a pas l'impression qu'il va se casser, quoi. C'est pas extrêmement satisfaisant de se servir du levier d'armement sur cet AEG, mais par rapport à d'autres répliques AEG, vous pouvez quand même faire un petit peu muse avec si vous voulez. A priori, il va pas se casser super facilement, quoi. De ce côté-là, vous avez aussi ces deux boutons ici. Donc en fait,
À gauche, ça permet normalement de relâcher la culasse lorsque celle-ci est bloquée en arrière. Et à droite, ça vous permet de bloquer manuellement la culasse en arrière si vous en avez besoin pour une raison ou pour une autre. Donc évidemment, comme il n'y a pas de bol carrière sur cette AEG, là c'est totalement factice, c'est vraiment là juste pour décorer. La réplique vient d'origine donc avec ce cache-flamme. On peut voir qu'il y a une petite vis ici, donc il suffit de la dévisser pour pouvoir ensuite enlever le cache-flamme. Hop. Et en dessous, donc, vous avez un filetage en 14 mm CCW, ce qui vous permet de mettre grosso modo tous les silencieux Airsoft du marché. La batterie vient se mettre dans la poignée pistolet ici. Alors on va rabattre les organes de visée. Juste là, vous avez un espèce de petit loquet ici. Hop. Et là, vous avez votre connectique en DINS pour le coup. Et donc, on peut mettre des batteries de format assez petit comme celui-ci, et c'est pas forcément très pratique. Il y a la place, mais il faut quand même essayer de contorsionner ça au maximum pour que tout rentre. Donc là, par exemple, j'ai mis la batterie au fond avec le câblage qui dépasse. Et donc, en poussant le câble, ensuite, j'arrive à faire en sorte de remettre le capuchon par-dessus. Je crois, j'espère. Allez, voilà. Donc ça se fait, mais c'est un peu pénible quand même, quoi. Donc j'ai bien vérifié que la réplique était vide, on va juste tirer un petit peu pour voir la réactivité de la canon. Donc là, en semi. Vous voyez, ça fait partie de ces détentes où il n'y a vraiment presque pas de course. C'est du coup très réactif. Il n'y a aucune sensation mécanique. Moi j'aime bien quand il y a un petit trigger reset ou quelque chose. Là pour le coup, il n'y en a pas du tout. Là on est en mode rafale de 2. Et en mode full auto. Avec une 11.1, il y a quand même une cadence sympa. De ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Donc là, c'était avec la 11.1. Je vais vous montrer juste avec une 7.4 et le connecteur mini Tamiya pour vous donner un aperçu. Alors évidemment, c'est beaucoup moins réactif, mais c'est encore assez sympa, je trouve. Petit point intéressant concernant donc, la sécurité. Elle va faire plusieurs choses. Donc, la première, la plus évidente, c'est vous empêcher de tirer lorsque CLSI est activé. Il y a aussi le fait que si votre piston est un petit peu à mi-course, le fait de mettre la sécurité, ça vous permet de débrayer le piston. Donc ça, c'est toujours sympa. Et un dernier détail, c'est que lorsque vous mettez la sécurité, vous coupez également physiquement l'alimentation électrique de la réplique, ce qui fait que notamment votre batterie ne va pas continuer à se décharger, ce qui est, bon, à mon avis, pas très utile, parce que de toute façon, quand vous revenez chez vous, vous allez retirer la batterie pour pouvoir stocker votre réplique, et au cours d'une partie, je pense pas que vous allez très souvent mettre la sécurité de toute façon, mais c'est quand même un petit détail qui est sympa. Enfin, un détail intéressant à propos du Kriss Vector Crytac, c'est qu'il dispose d'un système de changement rapide du ressort, et il va falloir pour cela retirer les deux goupilles qui se trouvent ici. Alors, vous constaterez que d'origine, il y a un petit autocollant QC, ce qui sous-entend a priori que si vous décidez de changer le ressort, ça va faire sauter la garantie de la réplique. Bon, c'est un petit peu dommage à mon sens, parce que pouvoir modifier la puissance de la réplique, c'est quand même bien pratique. Si ça doit faire sauter votre garantie, c'est quand même assez dommage, mais bon, au moins vous êtes prévenu, quoi. Une fois que vous retirez l'autocollant, vous avez une petite vis cruciforme. Et à présent, vous pouvez accéder à la goupille. Donc évidemment, c'est sous tension, donc faites bien attention à ce que ça ne vous gicle pas à la gueule. Hop. Et voilà, vous pouvez accéder à votre ressort. En somme, voilà, je crois que je vous ai dit à peu près tout ce que je voulais vous dire à propos de ce Kriss Vector de chez Crytac. Je suis un petit peu mitigé, je dois dire honnêtement, sur cette réplique. Je pense que c'est une bonne réplique, à bien des égards. Mais alors déjà, il faut parler un petit peu du prix. Donc j'en parlais en tout début de vidéo. La réplique est disponible pour 629 € sur le site de Airsoft Zone, ce qui est un tarif quand même assez élevé. En cherchant un petit peu en toute honnêteté, il est possible de trouver la réplique en Europe aux alentours de 550 €. Donc ça reste cher, mais c'est déjà un petit peu plus intéressant. Mais là où c'est frustrant par contre en tant que consommateur, c'est que ce Crytac Kriss Vector, donc Crytac c'est une marque américaine, et aux États-Unis, il est vendu aux alentours de 450 $. C'est quand même
un prix moins élevé, surtout que l'euro a tendance à être une monnaie plus forte que le dollar, et bah, je ne m'explique pas tellement cette différence de prix, quoi. Et je la trouve assez frustrante, parce que est-ce que c'est justifié, quoi. Je ne sais pas comment la distribution se passe en Europe, mais c'est frustrant de devoir payer ce tarif, alors que les Américains peuvent se payer la réplique à un tarif moins élevé. Par ailleurs, à ce niveau de prix, je trouve qu'on aurait pu avoir quelques fonctionnalités supplémentaires. Donc la réplique est quand même très qualitative, la finition est très chouette, on a un petit peu d'électronique embarquée, on a le système de changement rapide du ressort. Tout ça, c'est des éléments qui sont vraiment très appréciables. Mais par exemple, on n'a pas d'active braking. Moi, c'est une chose que j'aime beaucoup. Dès que la réplique commence à embarquer un petit peu d'électronique, pour moi, ça fait partie des premières choses qu'on devrait avoir. Et dans le cas présent, on n'en a pas, ce que je trouve un petit peu dommage. Par ailleurs, ça aussi, c'est un détail qui me déçoit un peu. On n'a pas de système d'arrêt de tir en fin de chargeur. Il y a des répliques, surtout dans cette gamme de prix, où vous tirez votre chargeur en entier, et lorsque vous avez tiré la dernière bille de votre chargeur, eh bien, la réplique se bloque, ce qui fait que lorsque vous appuyez sur la détente, il ne se passe plus rien. Et là, vous devez enlever le chargeur, mettre un nouveau chargeur, et très souvent appuyer par exemple sur le ball catch, ou utiliser le levier d'armement pour réenclencher la réplique et pour pouvoir continuer à nouveau. Moi, ça fait partie de ces petits détails pour lesquels que je considère être très importants, en tout cas à partir d'une certaine gamme de prix, et le fait que ce soit pas disponible sur ce Kriss Vector Crytek, je trouve ça un petit peu dommage. Donc ça reste une excellente réplique, ça il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. Si vous voulez une réplique de Kriss Vector AEG, de toute façon vous n'avez pas tellement le choix, et si vous avez les moyens, je ne pense pas que vous serez déçus, mais disons que par rapport à d'autres répliques présentes sur le marché, je trouve qu'on aurait pu avoir quelques fonctionnalités en plus, quoi. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la prochaine fois pour la vidéo de tir du Kriss Vector Crytek. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!